Propose maintenant d'ouvrir le feuilleton du Corsica Zera qui va nous faire plonger dans les profondeurs de la mer. Le mois dernier, une équipe d'archéologues du continent a exploré pour la première fois une épave du XVIIe siècle immergée près de Bonifacio. Grâce à Caroline Ferrer et Christian Giuliano, nous faisons connaissance ce soir avec l'équipe et avec l'épave. Bon, briefing. Et cette fois, tout le monde rapidement parce qu'il y a beaucoup de changements. Franca Cibecchini est archéologue sous-marine. Depuis peu, avec son équipe, elle mène des fouilles sur une épave fraîchement découverte aux environs de Bonifacio. Un emploi du temps serré, la campagne durera que 2 semaines. Cette précieuse boîte de clous est retrouvée à temps, sinon toute la journée de travail aurait été bousculée. On les cherche partout depuis hier soir. Finalement, on passe peu de temps avec l'épave. Chacun d'entre nous, on va passer au maximum 1h30 par jour, alors que sur un chantier terrestre, on y passerait 7 ou 8 heures. Et donc forcément, il faut optimiser au maximum le temps. Les plongeurs se relèveront toute la journée, car ils ne peuvent rester plus de 90 minutes dans l'eau. Chaque palanquet sera constitué d'archéologues confirmés et d'étudiants en master d'archéologie sous-marine. 8 en tout, triés sur le volet de diverses nationalités. Parmi eux, une Catalane, Marina. On prépare notre mémoire qu'on présente en juin et maintenant c'est la partie stage pratique. 2 semaines de fouilles. Plonger, c'est pas un souci de plonger autant, physiquement? Non, non. Moi, je fais aussi de la plongée loisir à côté. J'aime bien, parfois, oui, il fait un peu de froid, mais c'est bon. On est fort, on est habitué. Départ du premier groupe. L'épave se situe dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Un des membres du parc accompagne l'équipe. En temps normal, il est strictement interdit de pratiquer ici la plongée sous-marine. En fait, ici, on est dans une zone très réglementée de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. C'est une zone de non-prélèvement. Donc pour plonger, il faut avoir une autorisation préfectorale individuelle. Chacune des personnes qui ont participé au chantier a eu une autorisation du préfet pour plonger pendant la durée du chantier uniquement. Drapeau hissé, les bateaux aux environs sont prévenus. Ici, on plonge. Le matériel est vérifié une dernière fois. La mission du jour, poursuivre le désensablage de l'épave. Dès qu'on est prêt, on fait un petit signe au COH et c'est parti. Allez, c'est parti. Nous allons enfin découvrir l'épave. La coque, que l'on devine déjà sous le sable, mesurait plus de 15 mètres de longueur. Seule une partie sera étudiée cette année par les chercheurs. La découverte est rarissime. Car si le bateau jouit d'une conservation exceptionnelle, il date du XVIIe siècle. On se dit que depuis qu'elle a été abandonnée, à part peut-être s'il y a des gens qui sont venus, vu qu'elle n'est pas très loin de la plage, on se dit que ça fait peut-être 4 siècles qu'on n'est jamais revenu dessus, donc c'est cool. C'est très stimulant. Oui, il a été ensablé jusqu'à maintenant, et si on fouille trop vite, ça peut partir le bois, mais on fait attention de le maintenir en place. Au fur et à mesure du nettoyage, la coque dévoile certaines particularités qui vont intriguer au plus haut point les archéologues, sinon même les faire douter quant à l'ancienneté du navire. On a des concrétions métalliques à un endroit où d'habitude on n'a pas. Donc il y a eu une période dans laquelle les métals, le fer en particulier, n'est pas trop utilisé. Donc il faut comprendre qu'est-ce que sont ces concrétions. C'est avec davantage de questions que de réponses que s'achève cette journée pour les chercheurs. Demain, de nouvelles plongées permettront peut-être d'y voir plus clair. Une journée à rebondissement avec Caroline Ferrer et Christian Giuliano. Et voilà, pour l'instant, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir. Ce matin, nous retrouvons les archéologues, toujours en proie au doute. La structure métallique découverte la veille à la pointe de la coque est à ce stade une anomalie. Les chercheurs craignent que le navire soit finalement bien plus récent que prévu. Ils misent alors sur une nouvelle hypothèse.
On se demande si en fait il ne s'agit pas d'éléments de fixation en métal, donc du gouvernail sur l'arrière du bateau. Et donc du coup, ce matin, on va faire un sondage dans cette zone-là pour confirmer ou pour infirmer cette hypothèse. Alors que la première palanquée se met en route, nous retrouvons une partie de l'équipe à l'espace Saint-Jacques. Le temps de la mission, c'est ici le QG. Les locaux ont été prêtés par la municipalité. Ça continue. Ça semblerait, mais après... Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore très bien. Et donc, Eric, il va retourner faire d'autres observations. Il va y avoir des photos qui vont être faites en plus, peut-être des dessins, etc. Donc, il va nous aider un petit peu à comprendre. Alors voilà, ça c'est une des pièces qui nous a permis d'établir une première datation. Bien peu d'objets ont été retrouvés sur le site. Mais grâce à la comparaison avec les références scientifiques, c'est le soulagement. Donc on est au 17e. Plus aucun doute n'est possible. Et c'est surtout ce morceau de céramique qui va permettre de fournir un indice capital. Il s'agit d'un pichet. Là c'est les becs verseurs, et ça c'est une partie de la panse. Et ces types, avec ces types de glaçures, c'est toujours de la faïence ligure, mais celle-là, ça semble un peu plus récente. Donc moi je dirais qu'on est au moins dans la deuxième moitié du 17e. Et c'est grâce à ça qu'on a pu dater l'épave. En dépit de ses particularités et de son état de conservation exceptionnel, les chercheurs en sont plus que jamais convaincus. L'épave date donc bien du XVIIe siècle. À ce stade, les archéologues n'en savent pas beaucoup plus. En attendant, chaque membrure doit être minutieusement étiquetée. Par la suite, il faudra être patient pour que l'épave livre enfin ses secrets. L'archéologie est un travail lent, méthodique. On accumule d'abord les observations et puis à partir de ces observations, de ce corpus d'observations, on commence à réfléchir, à analyser, à interpréter, quoi. Donc c'est quand on a un ensemble d'informations qu'on peut véritablement commencer l'interprétation. La journée s'achève, mais le travail continue. Demain, l'inventeur de l'épave se joindra à l'équipe pour découvrir le travail accompli par les archéologues. Caroline Ferrer et Christian Giuliano. Tu nettoies vite fait. Hein. Et aussi la peinture de masse si tu peux. Pendant 2 semaines, chaque jour, les palanquées se succèdent toutes les 90 minutes. Mais aujourd'hui, un invité se joint aux archéologues. Il s'agit de Jérôme Poggi, l'inventeur de l'épave. Comprenez, celui qui l'a découverte l'an dernier. En plein été, j'ai laissé mon bateau au mouillage avec les filles dessus. Et moi, je suis parti nager. Et au bout de, de quelques encablures, quelques brassées, je suis tombé sur ces 3 gros morceaux de bois qui s'avéraient être les membrures. Jérôme a hâte de plonger pour voir le travail des archéologues. Tu veux, hein ? Vas-y. Sur cette zone protégée, et sans autorisation préfectorale, pour lui, ce sera en apnée. Et c'est justement le souffle coupé que le jeune homme va redécouvrir son épave, désensablée et dans toute sa splendeur. Tout simplement énorme, quoi. De se dire qu'il y avait une épave comme ça, à cet endroit-là, surtout l'été, où c'est fréquenté, où il y a les ancres des bateaux, tout ça. Les archéologues pensent que cette épave était déjà connue par certains bonifaciens. Mais Jérôme est convaincu du contraire. Pour lui, c'est un autre bateau, échoué un peu plus loin, qui a pu entretenir la confusion. J'ai mené mon enquête auprès des vieux pêcheurs bonifaciens, de mes cousins, mes oncles. Il m'a dit non, il n'y a pas une épave. Un vieux pêcheur m'a dit oui, il y avait un bateau de pêche qui avait fini sa vie sur les rochers devant. Mais il était resté peut-être 1 ou 2 ans. Après, c'est parti en morceaux et ça a totalement disparu. L'épave, si proche du rivage, n'en finit pas d'interroger les archéologues.
Le naufrage, on n'en sait pas grand-chose. Dans tous les cas, c'est un bateau qui s'est échoué en essayant probablement d'arriver vers la côte, d'arriver au rivage. Je dis échoué parce qu'il est parfaitement en vertical, à peine, il y a une toute petite inclinaison. Mais bon, c'est vraiment presque parfaite comme position. Il a vraiment coulé comme ça. Mais comment la coque est-elle restée 4 siècles en passant inaperçue? Comment de surcroît a-t-elle pu défier le temps avec cet excellent état de conservation? Calliope Baïka est une spécialiste de l'archéologie portuaire. Pour elle, des milliers de vestiges sont susceptibles de faire un jour leur apparition. Il y a partout dans la Méditerranée des régions qui, avec des orages d'hiver, on trouve des sites néolithiques, on trouve des épaves. Et dans une deuxième orage, ou troisième, dans 2 ou 3 ans, tout est recouvert pour toujours. Alors que la campagne de fouilles touchera bientôt à sa fin, la journée de plongée de demain semble compromise. La tempête est annoncée sur Bonifacio. Giuliano. Ce matin, nous retrouvons l'équipe à 8 h sur le port. C'est plus tôt que d'habitude. La tempête devrait arriver dans les prochaines heures. En attendant, les archéologues comptent bien en profiter. On a prévu 2 coupes supplémentaires qui n'étaient pas prévues au programme, mais vu qu'on a le temps et qu'on n'a pas cette journée de mauvais temps qui était prévue pour aujourd'hui ou demain, on gratte un peu, on peaufine la documentation. Il y a beaucoup de nettoyage encore pour la photogrammétrie. L'objectif est toujours le même, nettoyer au maximum l'épave et signaler chacune de ses membrures. On a noté aussi tous les clous, les assemblages des bois, de façon à ce que quand le photographe va arriver et va tout prendre en photo, eh ben on ait aussi sur la photo noté les clous, etc., qui peuvent ne pas apparaître si on ne met pas un petit truc en couleur. Lionel, le photographe du CNRS, peut alors intervenir. C'est sur ces photos sous-marines que s'appuieront les archéologues pour décortiquer l'épave. Faire une photogrammétrie, c'est réaliser des centaines de clichés qu'on va agglomérer les uns les autres pour avoir un maximum d'informations sur l'épave. Et à partir de ces clichés qui se superposent les uns aux autres, on les assemble et on peut réaliser des 3D. Et voici le résultat. La coque apparaît dans sa totalité parfaitement régulière. Pour les archéologues, pas de doute, cette structure est typiquement méditerranéenne. C'est un bateau qui peut avoir été construit en Italie, en France, en Corse, dans les bassins méditerranéens, même dans la partie adriatique, mais dans la Méditerranée. Ça, on ne le savait pas. Alors que la fouille est sur le point de s'achever, les archéologues n'auront prélevé sur le site que quelques fragments d'épave et quelques bouts de céramique. Tu as fait tous les céramiques? Ben, c'était pas beaucoup. Hein. Mais même celle qui est dans la caisse? Un bien maigre butin. La dotation de bord a pu être récupérée au moment même du naufrage, ainsi que certaines parties du navire. Si le bateau a été abandonné, c'est parce qu'évidemment, il s'était produit quelque chose qui ne le rendait plus réutilisable. Il était trop endommagé pour être renfloué, parce que sinon, ils auraient récupéré le bateau aussi. Mais toute la cargaison et même tous les bois qui sortent de l'eau, ils ont été récupérés à l'époque, très probablement. Malgré l'absence de trésors, l'épave risque désormais d'attirer la curiosité. De quoi mettre en péril son intégrité alors que les archéologues n'ont pas eu le temps de fouiller l'autre partie de la coque. Une deuxième campagne sera normalement programmée l'an prochain. Puisse en attendant ce patrimoine exceptionnel échapper au pillage et aux dégradations.